Famille, justice, enfance. Bonjour et bienvenue dans Famille, Justice, Enfance numéro 154 sur RLP, une émission d'actualité encore plus actuelle que d'habitude car nous sommes début juillet 2023 et la France vient de vivre une grosse dizaine de jours d'émeutes. C'est l'occasion pour nous de rappeler certains de nos thèmes fondamentaux car nous avons abordé ici régulièrement les problèmes d'atteinte à l'autorité parentale de la part de l'État. Et de nombreux intervenants nous ont également signalé que beaucoup de petits délinquants, d'auteurs de petites incivilités, sont des enfants qui ont grandi en famille monoparentale féminine. Nous l'avons vu dans les prisons, la majeure partie des détenus sont malheureusement composés de personnes qui n'ont pas eu accès à leurs deux parents durant leur évolution. Et les derniers jours ont été quand même pour nous l'occasion de voir un spectacle assez hallucinant avec des membres du gouvernement demandant aux familles de tenir leurs enfants alors que cela fait des années qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour s'ingérer dans cette position et nous empêcher de le faire. Alors, l'ayant entendu parler sur une radio avec un discours qui m'a beaucoup plu, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé Latifa Benziaten, qui est la maman de Imad, qui est le premier militaire assassiné par Mohamed Merah à Toulouse et qui est la fondatrice de l'association Imad. Alors vous verrez, je la pousse un petit peu dans ses retranchements, c'est normal, c'est mon rôle, j'aime bien le faire, mais c'est quand même quelqu'un qui parle avec un bon sens, une humanité, un cœur et qui parle d'or. Vous voyez, au-delà du multiculturalisme, il y a quand même, allez disons-le, vous la voyez venir la convergence ? Je pense que vous la voyez tous venir, surtout si vous nous suivez régulièrement. Bon, en attendant quelques actualités, parce que la semaine a été riche, ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Avec des petits débats télévisés bien intéressants. Une éducation, ça commence à la naissance. Oui, mais vous savez, moi, je vais vous dire franchement. Vous savez bien que dans certains quartiers, il y a d'abord, il n'y a pas de certains quartiers, il n'y a pas d'effet culturel. Quand on a des enfants, on met au monde des enfants, on s'en occupe dès la naissance. Si effectivement, dans les 12-13 premières années, ces enfants sont élevés comme des herbes folles, il ne faut pas s'étonner qu'à 12-13 ans, on les voit caillasser des véhicules de police ou piller des magasins. Moi, je vais vous dire quelque chose. Je sais qu'en 2019, le Parlement a interdit la fessée. Mais très franchement, de vous à moi, si demain vous attrapez votre gamin, qui descend dans la rue pour brûler des véhicules de police, ou les caillasser des pompiers, ou piller des magasins. La méthode, c'est quoi ? C'est 2 claques et au lit. C'est ce que faisaient nos grands-parents. Des membres du gouvernement qui se lâchent de manière extrêmement autoritaire. Et de son côté, Éric Dupond-Moretti s'est adressé aux parents français, affirmant que ceux n'exerçant pas leur autorité parentale peuvent encourir une peine de prison. Je dois dire que quand les parents, qui ont des droits, mais qui ont aussi des devoirs, n'exercent pas leur autorité parentale et que cela met en cause la sécurité, la moralité, l'éducation des enfants, ils peuvent encourir une peine dont le maximum est fixé à 2 années d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Et puis toujours, tout de même, ce bon sens commun de la population qui, elle, est ancrée dans les vraies réalités. Je vais revenir sur l'intervention du chef de l'État, dernièrement suite aux émeutes, où il demande aux parents d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants, de rétablir une autorité, sous peine d'être condamnés pénalement. Je me pose la question, comme beaucoup de parents, comment on fait pour exercer pleinement notre autorité parentale qu'on a perdue ? Car on a mis en place beaucoup de restrictions pour faire culpabiliser les parents. Car je le rappelle qu'il y a une loi qui date du 10 juillet 2019 qui redéfinit l'autorité parentale. En gros, qu'elle doit se faire sans violence physique et psychologique. On a condamné les violences éducatives ordinaires. Et attendez, de plus, l'article 222-13 du Code pénal condamne de 3 à 8 jours d'emprisonnement ainsi que 45 000 € d'amende pour les parents ayant exercé de la violence envers leurs enfants. Quels sont les moyens ? Comment on éduque ces enfants en 2023 ? On aimerait avoir un manuel parce qu'on ne comprend pas en fait. Et écoutez bien, j'ai pire encore. Parce que le Conseil de l'Europe, encore une fois, il considère néfaste et violente la punition qui consiste à dire à un enfant « file dans ta chambre ». Vous vous rendez compte, ça va très très loin. Et en plus de ça, donc ils disent qu'il faut réconforter son enfant, le rassurer et lui parler. Ils disent encore plus que c'est aux parents d'aller dans leur chambre, d'aller se calmer et ensuite de revenir et s'excuser envers leurs enfants. Non mais j'hallucine. Et là, on marche sur la tête, clairement.
On a bien vu les faits de violence, les jeunes qui exercent des émeutes, et la moyenne d'âge c'est 17 ans. Et ils n'ont même pas peur de la police. Vous croyez qu'ils respectent leurs parents? Mais même pas en rêve. Comment les parents font alors? Parce que là, on veut condamner les parents. Mais comment ils font quand leurs propres enfants ne les respectent pas? On a réduit l'autorité parentale, clairement. Est-ce que ça fait d'eux des meilleurs enfants? Prenons un peu de recul. Au moins 95% des Français déclarent avoir reçu au moins une fois dans leur vie une fessée. Et pourtant, ils ne se considèrent pas comme étant des enfants battus pour autant. Bien sûr qu'il y a des mauvaises fessées. Bien sûr qu'il y a des parents qui ont battu leurs enfants, parfois à mort. Bien sûr que ça a été fait. Mais tout le monde peut dire que les générations précédentes avaient le respect de l'adulte. Ça, on est tous unanimes là-dessus. On respectait l'adulte. Les adultes avaient une certaine autorité. Ils incarnaient même l'autorité. On respectait la police. On respectait les enseignants. On respectait les parents de nos amis. On respectait l'adulte en général. Donnez-nous un manuel pour éduquer nos enfants. Comment on fait en fait? On ne doit pas punir nos enfants, donc comment on fait? Si on les prive de portable, on a peur de se faire taper dessus. On est dépourvu de moyens en fait. Même moi en tant que mère, j'ai peur parfois d'engueuler mes enfants. Je n'ose pas le faire. Tout le monde sur les réseaux applaudit quand ils ont vu ce père de famille en train de prendre son enfant et de le mettre dans son coffre pour le ramener à la maison. Parce que se trouvait sur un lieu où il y avait des émeutes à une heure tardive. Et les gens sur les réseaux, à l'unanimité, ont applaudi. Ils ont dit oui, c'est comme ça qu'on doit éduquer son enfant. Pas en l'enfermant dans un coffre, je le rappelle, pour calmer certains, mais en exerçant une certaine autorité. Parce que vous pensez sincèrement qu'il suffit juste d'un câlin et d'un dialogue pour remettre en place ces jeunes? Vous avez vu avec quelle rage ils pillent les commerces? Avec quelle violence ils mettent le feu dans les commerces et dans les transports? Vous pensez que la solution miracle, c'est de dialoguer et de faire un câlin? Non mais sérieusement, arrêtons d'être hypocrites un petit peu. Arrêtons l'hypocrisie sérieusement. S'il y a une carence éducative à l'heure actuelle, ce n'est pas de la faute des parents, c'est de la faute de l'État. Car on a tout donné aux enfants. On a créé une génération d'enfants gâtés. Et quand ils manquent de quelque chose, ils vont piller, ils vont voler. C'est ça la génération qu'on a créée en fait. Donc tout le monde est responsable et surtout l'État. Je demande aujourd'hui d'assouplir les lois concernant l'éducation parentale. Il faut que l'on puisse exercer pleinement notre autorité sur les enfants. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Pendant ce temps, le gouvernement nous sort un nouveau site internet indispensable pour les enfants car, ne l'oublions pas, soyons sincères, il y a tout de même des priorités, voyons, bonnes gens. On a découvert ces jours-ci l'existence d'un site web associé à la santé publique qui a pour nom On s'exprime, SEXPRIME, qui entend faire l'éducation sexuelle de vos enfants de 11 à 18 ans. Ce site suscite un grand malaise sur les réseaux sociaux. Pardon, mais certains mots sont très choquants pour des enfants qui ne savent pas toujours comprendre encore certaines choses. Alors, présentation en deux temps. D'abord et en tout, parce qu'on pourrait faire une longue exploration de ce site, mais contentons-nous de deux dimensions. La première, l'éducation sexuelle en tant que telle, c'est pas une mauvaise chose. C'est-à-dire apprendre aux enfants comment se protéger des ITS, le consentement, faites la liste de tout ce qu'il faut, ne pas être victime de cette espèce de colonisation de l'imaginaire par la pornographie. Très bien. Mais c'est pas exactement de cela dont on parle ici. Première partie qu'il vaut la peine de mentionner, c'est que sur ce site, écrit en écriture inclusive, il faut toujours prendre la peine de le dire. Affilié au gouvernement. Oui, bien sûr. Non, mais... Alors, on nous explique, globalement, on normalise tous les débats sur l'identité de genre. Donc, jusqu'ici, on croyait garçon-fille, garçon-fille. Le gouvernement, enfin, la santé publique nous explique aux jeunes de 11 à 18 ans. J'explique de 11 à 18 ans qu'il est normal et légitime de douter de son identité de genre et on a le choix, en fait, de son identité de genre de ce 11-18 ans. J'insiste. Donc, je vais citer un passage pour parler de soi. Le gouvernement tutoie la jeunesse. Les mots que tu choisiras pour parler de toi et de tes expériences t'aideront à te raconter. Certains sont assez courants, comme ceux qui concernent l'orientation sexuelle, gay, lesbienne, bi, hétéro, par exemple. D'autres commencent à l'être un peu plus, comme ceux qui sont liés à l'identité de genre, cis, trans, non-binaire, et enfin certains relativement récents et peu connus, aro, ça veut dire aromantique, et as ou ace, asexuel, et bien d'autres. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on normalise toute une série de catégories nouvelles pour permettre aux jeunes de se détacher de leur identité sexuelle en disant que je suis finalement une pure construction symbolique et l'identité sexuelle, garçon ou fille, c'est une donnée secondaire à écarter. Je me définirai sur un autre registre, donc même aromantique apparemment. Ensuite, ça va plus loin, donc le gouvernement explique aux enfants comment ils peuvent se définir.
tu peux t'identifier en tant que fille, femme, garçon, homme, à la fois fille et garçon. On dit que tu es non-binaire, ni fille ni garçon. Là aussi, on dit que tu es non-binaire ou agenré. Alors, si on a bien compris ici, toute la promotion de la vision de l'éducation sexuelle est fondée sur une volonté de déstabiliser psychiquement les jeunes générations qui spontanément ont besoin de cadres pour se construire, un garçon, une fille. Eh bien, on explique douter de votre identité sexuelle à la base, douter de tout. Et c'est le gouvernement qui porte par la santé publique cette idée qu'on doit mener une opération de déstabilisation psychique dans la construction de l'identité sexuelle des jeunes générations. C'est une forme de monde parallèle. Je répète, éloignez vos enfants. Ce site fait aussi réagir dans sa manière de parler de pratiques sexuelles. Avec raison? Ah oui, quand même. Alors, je précise qu'on parle pour les enfants de 11 à 18 ans, et je vais donner quelques exemples. On nous explique comment pratiquer une bonne sodomie. Je le précise. Fermez les yeux, il y a le gouvernement qui... Tu as vu des pénétrations anales dans des films porno. Ce n'est pas comme dans la réalité. La sodomie ou pénétration anale demande de la préparation. L'anus ne mouille pas naturellement comme le vagin, donc il faut toujours utiliser un lubrifiant avant et pendant la sodomie, et y aller très doucement. Alors bon, j'évite la description pour plus loin, mais ensuite ça va plus loin, sur la fellation. Je précise. La fellation est aussi appelée pipe. On parle aussi de sucer. C'est le fait d'embrasser ou de lécher le pénis. Le gland est très sensible, mais tu peux aussi embrasser et lécher tout le pénis ou les testicules. Quand on reçoit, c'est important de communiquer afin de prévenir quand l'éjaculation arrive. Ça permet à la personne qui fait la fellation de choisir comment réagir. Et ensuite, il y a l'anulingus. J'évite vous avez compris? Abréger nos souffrances. Oh non, voyons jusqu'où vont nos impôts. L'anulingus, c'est embrasser ou lécher l'anus de sa partenaire avec la langue, les lèvres. L'anus est une zone érogène très sensible, quel que soit son sexe. Pour te protéger et éviter les IST, découpe un carré dans un préservatif ou utilise une digue dentaire. Ce morceau de préservatif se place entre ta bouche et l'anus de ta partenaire. Alors, je précise une chose ici. Moi, si jamais je retrouve un adulte qui est devant mon neveu et qui a 11 ans et qui lui explique comment pratiquer un anulingus, soit je le frappe, soit j'appelle la police. Je parle d'un enfant de 11 ans ici. 11 ans. Théoriquement, et ce que je retiens de ça, c'est qu'avec ce discours, eh bien, à l'école, on l'a vu cette semaine, il y a tout le savoir-faire qui sera acquis pour faire avoir des citoyens parfaitement formés à la transition écologique. Ils sauront désormais comment appliquer pour devenir de parfaits acteurs porno. Mais pour ce qui est de la lecture, de l'écriture, de la connaissance de l'histoire, on laisse ça de côté. Ce sont des savoirs optionnels. Site affilié au gouvernement, que fait-on de nos enfants? Allez voir vous-même. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Nous signalerons au passage que le nouveau film Sound of Freedom, qui parle de la traite des enfants, est actuellement numéro 1 des charts aux USA. La traite des êtres humains, et en particulier la traite des enfants, est le problème le plus préoccupant dans le monde d'aujourd'hui. La première étape de l'éradication de ce crime est la prise de conscience. Allez voir Sound of Freedom. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. RLP 102.3 aujourd'hui avec Latifa Ibn Ziaten de l'association IMAD pour la jeunesse et la paix. Madame, bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté de nous répondre. Bonjour. Vous vous êtes exprimé il y a quelques jours sur l'importance de l'éducation des enfants et la responsabilité des parents. Est-ce que vous pourriez nous rappeler votre position, s'il vous plaît? Alors, ça fait un petit moment, ça fait pratiquement 11 ans que j'ai fondé cette association IMAD pour la jeunesse et la paix, et je défends cette jeunesse qui est livrée elle-même, qui est perdue un peu, et que j'essaye de donner la chance et de les écouter surtout. Ce qui est arrivé aujourd'hui, ça fait un petit moment que je signale, il y a un gros problème en France et dans le monde d'ailleurs, il n'y a pas qu'en France, que les parents, certains parents, ils ont baissé les bras. Les jeunes, ils sont livrés à eux-mêmes, certains, et c'est très compliqué. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est compliqué quand on voit un jeune de 12 ans qui est à l'extérieur la nuit pour brûler. J'ai dit où ils sont les parents. Ça, c'est notre devoir. Chaque parent, il est responsable de son enfant. Oui, alors je vous ai entendu effectivement parler de ça. Alors il se trouve que nous, c'est un thème qu'on aborde extrêmement souvent. De très nombreux intervenants ici critiquent la posture de l'État français qui tente de s'immiscer dans l'autorité parentale, dans l'éducation des enfants. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un problème un petit peu occidental parfois qu'on peut avoir? Les parents, peut-être, par rapport à l'éducation des enfants, ne sont plus 100% impliqués par l'État? Il n'y a pas que les parents. Mais les parents, quand on fait un enfant au monde, que ce soit ici ou ailleurs, la meilleure école, c'est chez soi, c'est à la maison.
La première maîtresse, c'est la maman. L'autorité, le respect, c'est le père. S'il n'y en a pas les deux personnes, ça va être un petit peu compliqué aujourd'hui pour cette jeunesse. C'est très compliqué. C'est pour ça qu'on voit autant de déchirements. Ça n'a rien à voir avec l'Occident, je ne pense pas. Je pense que l'État a fait une grosse erreur, c'est de fermer ces gens dans les quartiers. Certains jeunes qui sont oubliés, certains jeunes qui vivent vraiment tristes. Il y a une pauvreté, il y a vraiment un abandon total. C'est pour ça qu'il y a autant de cette colère. On ne doit pas avoir de casse quand on est en colère. On peut manifester en silence, de sortir tous dans la rue. Il n'y a pas de problème, mais de faire du mal aux autres, ça ne résout pas le problème, ça empire les choses. Ah, ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce que je voulais dire, c'est j'en ai parlé ici avec Farida Belgoul, avec Roxane Chafei, avec Marie-Estelle Dupont, avec Emmanuel Darle, avec beaucoup d'autres. L'État s'immisce dans l'autorité parentale, prend des décisions à notre place. Est-ce qu'après, ça fait pas en fait des parents qui s'occupent moins de leurs enfants? Ça c'est sûr, les enfants, quand parental, ils ont beaucoup de complications, il y a un changement de vie, l'enfant, ils se sont perdus. Vous savez, c'est pas évident, hein, il y en a pas mieux qu'un enfant, il grandir entre un milieu d'un papa et un maman. Ça, c'est évident. Aujourd'hui, tout ce problème-là, ça crée que des problèmes, malheureusement. Oui, bien sûr, mais ça, c'est un problème qui va au-delà des banlieues. Vous voyez, la taxe sur l'autorité parentale, le fait que l'État essaie de remplacer les parents, c'est pas que les banlieues, c'est tout le monde, c'est tous les gens. Non, monsieur, vous savez, je suis sur le terrain. Oui. Et je vois, il y a un délaissé dans les cités. Il y a des jeunes, faut voir comment ils habitent, le lieu où ils habitent. Vous savez, quand vous êtes 8 et 9 et vous habitez dans un F4, et il y en a qui se trouvent 3 ou 4 dans la même chambre, c'est pas comme un tout seul dans la chambre, vous savez. Moi, j'ai élevé mes enfants, c'est pas que j'ai les moyens, mais j'ai travaillé dur, moi et mon mari, pour amener un petit peu de confort pour mes enfants. Mais quand je vois aujourd'hui ce qui se passe, je dis, mais pourquoi on est arrivé là? Pourquoi on a laissé ces gens comme ça? Pourquoi on a abandonné ces gens? Et c'est pareil pour l'école. Quand on a une carte scolaire, on est obligé d'aller à la même école où j'habite. Ça veut dire que vous pouvez plus sortir de chez vous. C'est un peu compliqué. Quand certaines villes, que vous n'avez pas les moyens de transport, vous pouvez même pas y aller à la plage parce que le transport s'arrête à la limite. Et les jeunes, ils m'expliquent aujourd'hui, il y a une grande souffrance. Ils peuvent plus. Et ils sont pas considérés. Ils sont pas, voilà. C'est la colère qui a débordé, je pense, vase. Et ça fait un petit moment que je le dis. Attention dans cette cocotte, parce que quand un jeune de 11 ans ou de 2 ans, il vous dit, madame, j'ai pas d'espoir, j'ai pas d'avenir, je ne rêve pas, c'est là où il y a un problème. Il y a un gros problème. Bon, et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement, il faut donner, aujourd'hui, le mal il est fait, on peut pas venir en arrière. Ce qu'ils ont fait, c'est inacceptable, c'est scandaleux, parce qu'on peut pas brûler des voitures, on peut pas brûler des magasins des gens, on peut pas brûler des bus, on peut pas brûler des commissariats, ou l'école, ou bibliothèque. On doit pas toucher ni privé, ni tout ce qui est parti de la République, parce que là, c'est qu'on touche la démocratie. Ils sont dépassés, les jeunes, ils sont devenus fous, parce que c'est pas normal. Il y a plus que la colère, là. Il y a beaucoup plus que la colère. Maintenant, et je pense qu'il faut chaque quartier, que l'État, que la politique de la ville, ils créent des associations, il faut une table ronde, ils s'assoient avec les jeunes, ils discutent, ils ouvrent la solution, ils trouvent la solution. Là, il y a les vacances. Qu'est-ce qu'on fait pour cette jeunesse qui sont restés sortis de l'école? Est-ce qu'il y a des colonies de vacances? Est-ce qu'il y a quelque chose pour les sortir de ces quartiers? Il n'y a rien de prévu. Qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils n'ont pas les moyens de voyager? Ils vont faire quoi? Ils vont faire du mal. Ils vont voler, ils vont trafiquer, ils vont saccager. Et il n'y a que ça, malheureusement. Si on ne s'occupe pas, si on n'ouvre pas des centres aérés, si on ne fait pas des choses un petit peu comme il faut, je pense qu'on va se calmer là, il y a la force, etc. Mais quelques années, ça va se réveiller comme toutes les années. Hein. Vous savez, quand vous avez un pansement et vous guérissez à chaque fois, à un moment donné, les pansements ne suffisent pas. Il faut guérir les blessures de l'intérieur. Je pense que c'est l'intérieur qui va pas. Il faut soigner cette jeunesse complètement perdue. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. Ici à Périgueux, dans le Périgord, nous avons un département qui est extrêmement pauvre. Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. D'ailleurs, c'était un foyer des gilets jaunes et autres. Mais personne n'est allé brûler les voitures, par exemple. Moi, je voudrais globaliser. Est-ce que c'est pas un problème d'éducation? Est-ce qu'on n'a pas un souci dans la position du père dans la famille, par exemple? On se rend compte que la place du père est très attaquée dans la famille. On peut plus éduquer nos enfants. L'État essaie de le faire à notre place. Est-ce que c'est vraiment un problème? Vous voyez quelque chose qui est unique aux banlieues? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est plus général que ça. Il y a le problème d'éducation, monsieur. Quand je vous dis un enfant de 12 ans, bien sûr, il est dehors pour brûler.
Qui est responsable? À votre avis, ce sont les parents ou c'est l'État? C'est les parents. C'est ce que je viens de vous dire. C'est les parents. Ça, c'est les parents qu'on doit éduquer nos enfants, qu'on doit les protéger, qu'on doit apprendre les valeurs, les règles, le respect, le minimum. L'enfant, s'il a la base, je ne pense pas qu'il fera ce qu'ils ont fait. Parce que moi, j'ai insisté à l'hommage le jeudi dernier. Je vous assure, moi, j'ai cru. C'était plus un hommage, c'était une manifestation, je ne sais pas, ça tournait horrible. Moi, je croyais que j'allais passer, C'était les bousculades, des gens qui tombaient, les cailloux qu'on reçoit, on était gazés, c'était horrible. Et je dis, est-ce que je suis en France? C'est ça, c'est un gros problème. C'est pour ça que tout le monde, il a une part de responsabilité aujourd'hui. Tout le monde, il doit faire l'effort de créer quelque chose. Chacun, vous voyez, moi, quand j'ai perdu mon fils, monsieur, je pouvais peut-être sombrer encore dans ma souffrance et je l'ai, cette souffrance. Mais je dis pas vous les sombrer. Alors, on va rappeler que vous êtes mère de 5 enfants. Vous avez une fille et 4 garçons. Vous êtes la maman de Imad Ibn Ziaten, qui est né en 81 et qui est assassiné par Mohamed Merah, Toulouse. Vos enfants, donc vous avez 5 enfants. Ils sont bien intégrés. Vous avez eu des militaires et autres. Juste pour savoir, vous êtes avec le père. Est-ce que le père vit encore avec les enfants? Bien sûr. D'accord, donc vous êtes une famille avec un père. Bien sûr. Vous savez, c'est ce que je viens de vous dire, quand le couple reste soudé, même qu'il y a du haut, il y a des bas, le couple il est là, les enfants ils grandissent bien. Quand il y a un divorce et un déchirement, quand vous avez 5 et 6 enfants, et la mère, elle n'a pas l'autorité comme le père, ou la mère elle n'a pas l'autorité à l'inverse, c'est comme ça. Moi, chez moi, c'est moi qui gérais mes enfants. Mon mari, il était plus doux, plus papa poule, et moi, j'étais plus sévère, plus stricte. C'est comme ça. C'est parce que j'ai grandi dans une famille. J'ai grandi dans une famille militaire. Mon grand-père, il était militaire. Mon père, il était militaire. On a grandi dans la discipline, dans le respect. Alors, je voulais transmettre ça à mes enfants. L'heure, c'est l'heure. Après l'heure, c'est fini. Vous savez, quand il est arrivé, s'il devait rentrer à 19h, s'il vient à 19h15, demain, il fera pas le sport. Et je ne rigolais pas. Non, mais je comprends. Voilà. Aujourd'hui, les parents, ils savent pas dire non. Ils savent pas. On les a empêchés de dire non. Si vous regardez, beaucoup de parents sont séparés, sont divorcés. On est une société de recomposition. C'est très occidental. C'est pour ça que j'ai commencé sur l'Occident. Parce que quand on voyage un petit peu, au Maghreb, on a dit c'est très différent. Il y a beaucoup de familles monoparentales. Il n'y a plus d'autorité et ça peut peut-être générer ces problèmes-là. Moi, je dirais pas spécialement que ça. Même il y a des familles qui sont encore père et mère à la maison, mais le père, il est absent. Il y a aussi des pères qui sont absents complètement. Le père, il travaille, il rentre. Il n'est pas présent pour l'éducation. Voilà, il veut se reposer. La mère, elle est toute seule à gérer tout ça. Même des enfants qui font les bêtises et ne disent rien jusqu'à que ça grandit des bêtises. Et là, ils sont dépassés par les problèmes, les prisons, etc. Il y a des jeunes que j'admire, qui sont des talents, qui ont réussi. Et que je suis vraiment très fière parce que c'est vraiment de la fierté. C'est important. C'est pour ça que je vous dis, il y a un petit peu de tout. Mais on parle pas ceux qui ont réussi, on parle ceux qui n'ont pas réussi. C'est quel dommage. Parce qu'il y a des talents dans les cités. Il y a des beaux talents. C'est évident. C'est pour ça que moi, vous voyez, je suis pas venu vous voir en vous parlant des cités. Moi, je suis venu vous voir en vous parlant de l'Occident et de la France. En disant que parfois on avait un problème pour éduquer nos enfants. Parce que moi, je vois une convergence, si vous voulez, entre les associations de pères, de gens qui arrivent pas à voir leurs enfants et la société de manière générale. Et ça, c'est au-delà de l'environnement, c'est au-delà du quartier, c'est au-delà de tout, si vous voulez. C'est quand on n'arrive pas à éduquer nos gosses, en fait. Oui, mais moi, je vous dis, quand qu'on habite dans un bon quartier, on a le minimum de moyens pour donner le bonheur à nos enfants, je pense que ça ne pose pas de problème. Oui, ici, tout le monde est au RSA, si vous voulez. Ça va très bien, même à l'ado, à cet âge-là, il veut sortir, il veut faire le boum, il veut sortir, il veut danser, il veut faire tout ça. Les parents, ils permettent, parce que ils savent leur enfant, ils savent leurs limites, etc. Un enfant qui habite dans une cité, il n'a pas de limite. Il n'a pas tout ça, il n'a pas un bon quartier, il n'a pas quelque chose pour, il a rien, c'est l'espace, comme on dit. Ils ont fait des millions, mais les millions, c'est pour faire l'espace vert, tout ça. Mais c'est l'intérieur qu'il faut soigner. C'est l'intérieur, ces pauvres gens, qui vivent malheureux. Moi, je suis allée dans les familles, je vous assure, je suis sortie, je dis, mon Dieu, mais comment ils peuvent vivre comme ça? Quand il y avait le Covid, est-ce qu'on a pensé à cette jeunesse dans les quartiers? Personne n'a pensé. Dans la campagne du Périgord, moi, j'ai vu des gens qui vivent pas de manière très noble non plus. Ils sont un peu dans le dénuement. Donc, on a un problème d'appauvrissement de la population aussi. C'est pas que dans les quartiers. Je peux vous assurer que ici, le niveau de revenu moyen est assez bas. Vous savez, monsieur, je vous dis, ça fait 11 ans que j'ai pratiquement, je peux vous dire, j'ai fait la France totale. J'ai fait l'école privée, l'école publique, l'école catholique, l'école juive, j'ai fait l'école dans les quartiers, l'école bien placée. J'ai fait un peu de tout et c'est là où on voit la différence, même dans les écoles. Quand vous habitez dans un quartier bien, c'est l'école elle est bien, les profs ils sont très bien, tout va bien. Vous êtes dans un quartier, il faut voir l'état d'école où il est.
tout ça, il faut voir. Mais quand on ne peut pas voir, on n'est pas sur le terrain, on permet de dire plein de choses, mais il faut être sur le terrain. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance. C'est ça que j'ai dit aux gens, sortir et aller sur le terrain de voir ce qui se passe. C'est pour ça. Non, mais il y a une grande souffrance aujourd'hui. J'ai grandi en Franche-Comté, près de Montbéliard, il y a les cités là-bas, je connais tout à fait ce dont je vous parle. Hein. Moi, la comparaison, parce que je connais aussi le milieu rural, si vous voulez. Je pense qu'il y a un appauvrissement de l'Occident et je pense qu'il y a une baisse des valeurs familiales. Maintenant, peut-être que je me trompe, hein, c'est possible. On a voulu faire des ghettos, et ben on n'a pas gagné. Au lieu de m'exciter les gens, on a fait ces barrières. Et ces barrières, elles sont là, monsieur. Si on ne tombe pas ces barrières, on m'excite pas les écoles, on ne m'excite pas les cités, les gens ils peuvent pas s'intégrer. Surtout les parents. Aujourd'hui, je côtoie des parents, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils sont en France, ils parlent pas le français. Parce qu'ils habitent entre eux. Ça, c'est notre problème. Ils habitent entre eux. Comment vous voulez qu'ils apprennent? Ils habitent entre eux, ils regardent la télé en arabe, ou en portugais, en espagnol, ou j'en sais pas quoi, mais en turc, mais ils ne sortent pas de chez eux. Ils sont chez eux, ils sont entre eux. Mais moi, où j'habitais, j'avais cette chance. Moi, j'ai pas connu les cités, monsieur. Vous êtes arrivé à 17 ans, je crois, c'est ça, hein. Moi, j'ai arrivé à 17 ans. Mon mari travaille à la CNCF. J'avais une chance que le logement cheminots, c'était vraiment réservé pour les cheminots. Et après, aussitôt que j'ai mes 2 enfants, j'étais enceinte ma 3e, et j'ai dit, je vais construire. Je vais acheter une maison. Tout le monde, il me disait, ma famille, mon mari, on n'arrivera pas. J'ai dit, même s'il faut manger des pâtes, on aura chez soi. Et j'ai gagné. C'est le côté honorable de la chose. Moi, je vous comprends parce que j'ai été expatrié durant 10 ans, si vous voulez. Donc, ayant vécu dans un pays étranger, j'ai fait l'effort, c'est tout, que la culture était différente, d'apprendre la langue locale, de vivre comme les locaux. Donc, je comprends très très bien ce que vous me dites. Mais j'ai remarqué qu'en Asie, puisque moi j'étais en Asie, hein, si vous voulez, les familles étaient extrêmement soudées. Un peu comme au Maghreb, hein, ou en Afrique, on avait plusieurs générations sous le même toit et les enfants n'étaient pas à l'abandon. Si vous voulez, il y avait une entraide, une espèce de collectivité, puis il y avait des valeurs familiales. Et quand je suis revenu en France, j'ai constaté que tout le monde divorçait, si vous voulez, et puis que c'est l'école qui s'occupait de l'éducation des enfants, et c'était beaucoup moins les parents. C'était une remarque qui m'avait traversé. À la chose, moi, je pense qu'il faut créer vraiment le vivre ensemble, créer cette tolérance. Je pense que sont tous filles et fils. Et on est tous les enfants de la République, je pense qu'il faut accepter les choses, il faut les accepter. Moi, j'ai dit, si on arrive à les accepter, et on s'accepte tous ensemble et on doit aller vers l'autre, je pense qu'on va s'en sortir. Mais tant qu'on fait ces barrières entre les riches et le pauvre, tant qu'on fait ces barrières entre cette jeunesse perdue et entre une jeunesse bien cadrée, ça sera compliqué. Aujourd'hui, on a besoin de créer, par exemple, de sport pour ces jeunes, les pousser à sortir. Il faut faire des éducateurs professionnels, des éducateurs des rues qui sont vraiment capables de sortir ces jeunes, de donner leur chance, de créer des centres aérés comme avant, d'aller plus loin, de faire des colonies de vacances. Et surtout, moi j'insiste, si on pourra venir en arrière de créer le service militaire, parce que le service militaire, c'est là on peut donner la chance à la jeunesse, c'est là on apprend le respect, la discipline, le code de la vie. Et je vous assure, quand l'enfant il quitte le service militaire et devient un homme, un bon citoyen, que ce soit homme ou femme. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on vienne en arrière, parce que maintenant, aujourd'hui, il n'y a plus rien. S'il n'y a pas les parents, l'école ne fonctionnera pas sans parents. S'il n'y a pas le service militaire, il n'y a plus rien. Il y a la rue. Et la rue, il ne nous a dit personne, monsieur. La rue, c'est la jungle. Surtout la nuit. Tout à fait. Comme le dit la chanson. Voilà. Très bien. C'était Latifa Benziated. Merci beaucoup, madame. Bonne journée à vous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voici maintenant la chanson de la semaine. Famille, justice, enfance. N'est-ce pas, à l'école, c'est pas vous qui apprenez les chansons aux enfants. Si papa te gronde, appelle la police. Il dit si maman te blâme, appelle la police. Il dit si papa lève le ton, appelle la police. Voilà, l'enfant est dans la rue avec la police. Avec la police. Les enfants que vous refusez que nous corrigeons là, que vous nous enlevez, on peut même pas les éduquer. Les voilà dans la rue avec la police. Si papa te blâme, appelle la police. Je dis si maman te blâme, appelle la police. Voilà, l'enfant est dans la rue et avec la police. Et avec la police. Je dis avec la police. RLP. Radio libre en Périgord. Famille, justice, enfance.